Le pêche au thon, c'est un métier de ouf. C'est un métier passionnant, de folie. Tire sur la rouge! Parce que c'est un poisson qui te fait vriller complètement. Ah! Revire! J'adore la pêche au thon. Honnêtement, c'est une chasse, c'est un métier de recherche. C'est trépidant au possible. La mer ne fait pas de cadeaux. Moi, je trouve qu'il est important d'éveiller la conscience des gens sur qui on est, qu'est-ce que le métier de pêcheur. C'est avant tout une histoire humaine et c'est important d'en parler. Je m'appelle Romain Jouan, j'ai 34 ans, fils de pêcheur. Je suis marin à la Turval depuis 2015. La pêche au thon a lieu loin au large. Pour cette marée, Romain vise l'Irlande. C'est un voyage, il ne s'improvise pas, car les marins partent pour 2 semaines de mer. Aux aurores, l'équipage se retrouve pour faire les pleins du bateau, réservoir de carburant, mais aussi vivres et eau potable. Tout est compté, vérifié, rien n'est laissé au hasard, car une fois au large, il n'est pas question de faire demi-tour. Dernière étape avant le départ, le chargement de la glace qui sert à ce que le poisson pêché en mer reste frais jusqu'au retour des marins. Du coup, la machine, elle fabrique de la glace. Elle envoie ça tout en haut, puis elle coule dans le tube qui sera tout en bas dans la cale. La glace est chargée, Romain fait un dernier point avec les mécaniciens, tout est opérationnel, on largue les amarres. Le programme pour les prochaines heures, déjà, c'est d'arriver sur zone. On va arriver, là, il est 10h48. On va arriver sur zone vers minuit. Donc à partir de minuit, on va commencer la recherche du thon. On va aller dans un quartier qui s'appelle le Parking. C'est un bon spot de pêche au thon. Et on dit que le thon vient se garer là, quoi. Et à partir du nord du parking, on va commencer à attaquer la recherche Cap au Nord-Ouest en suivant les accords. C'est la fin du plateau continental. Et c'est là où le thon se balade. Si on le trouve pas au parking, et ben on suivra, on montera et on ira jusque potentiellement l'Irlande. Généralement, la pêche au thon commence à partir de mi-juin et va potentiellement jusqu'à début novembre. Donc ça te laisse une grande marge de fenêtre. Après, tu es tributaire de la migration du poisson et du mauvais temps, bien sûr. C'est un animal qui est pas bête, qui se laisse pas attraper facilement, qui est rapide. C'est un poisson qui te fait vraiment trimer, mais la récompense est belle à la fin quand tu arrives à le dompter. C'est d'ailleurs parce qu'il est si difficile à attraper qu'on ne le pêche que la nuit. Le thon est intelligent et il voit le filet, donc il évite le filet. Les nuits de pleine lune, c'est un poisson qui est super dur à attraper parce que la lune éclaire tellement que il est plus aveugle. En fait, on profite de la nuit qu'il soit un peu aveugle pour pouvoir l'attraper. C'est un poisson qui, pour pouvoir mettre en pêche, il faut pouvoir trouver. Donc on a des outils de recherche comme les sonars, sondeurs. C'est un poisson vraiment de recherche, c'est-à-dire qu'au thon, tu peux pas mettre en pêche comme ça et attendre que ça se passe. Si tu ne l'as pas trouvé avant, tu ne pêcheras pas. Romain va veiller des heures, concentré sur son sonar. Au lever du jour, il aura passé toute la nuit à ne voir que son sillage sur cet écran. Et quand les marins se réveillent, malheureusement sans avoir travaillé cette nuit, ils découvrent que Romain a changé de stratégie. Escuche en Vigo Radio Canal 64, Coruña Radio Canal 61, Navia Radio Canal 60. En fait, hier soir, quand on est arrivé au parking pour attaquer la recherche, on a eu des infos comme quoi les canneurs espagnols dans le sud avaient vu un peu de poisson. Les Irlandais ont mis cap sur eux et ont fait un tour de prospection. Ils ont mis en pêche, ils ont vu du poisson. À partir du moment où on a su qu'il y avait du poisson qui était vu, nous du parking, on a mis cap à descendre plutôt de monter parce qu'on s'est dit que si j'avais viré quelque chose de bien, au moins on se rapprochait parce qu'il y avait quand même 24 heures de route hier soir qu'on a su l'info. L'Irlande, c'était l'inconnu, ça fait presque 3 semaines qu'on n'est pas allé. Donc ça aurait été de la recherche et sans la certitude de trouver quelque chose. Vaut mieux assurer là où on a su qu'il y a eu du poisson plutôt que de partir à l'inconnu et en recherche. J'ai un copain qui est déjà lui sur le 50e degré, donc qui se rapproche fortement de l'Irlande et qui hier soir n'avait toujours rien vu en détection. En recherche en flottille, plus on est nombreux pour chercher le poisson, mieux c'est. Au-delà des outils et de l'entraide, les marins comptent aussi sur des solutions
atypique. Elle est dans le tiroir. Elle est dans le tiroir, je lui fais la tête. Parce que la marée dernière était pas terrible. Alors du coup, j'ai décidé de lui tourner le dos et de la mettre dans le tiroir. Attends. Elle est là, mais elle est où d'ailleurs? Elle est là, ma Santane. Ah, tu vois, elle est bien cachée. Elle est là. Peut-être qu'elle ressortira cette marée-ci, mais pour l'instant, on est fâchés. Les marins et les croyances, c'est toute une histoire. Mais ça, on y reviendra plus tard. En attendant la nuit, et pendant que l'équipage vérifie que le matériel est opérationnel, profitons-en pour visiter le bateau. J'ai acheté un bateau assez costaud pour faire le métier que je fais, c'est-à-dire aller loin pêcher le thon et aller loin faire du chalut-fond l'hiver quand je suis au chalut-fond, et avec une grande capacité pour pouvoir rester assez longtemps et loin en mer. Le Nausicaa est un chalutier de 24,5 mètres de long, 7,5 mètres de large qui est composé de 3 niveaux. Il est dirigé depuis la passerelle qui se trouve tout en haut. Ici, on a les outils de navigation et on peut actionner les enrouleurs qui se trouvent au-dessus du parc. Au deuxième niveau, le parc est le lieu où les matelots mettent les chaluts à l'eau et remontent le poisson. Ensuite, le poisson est envoyé à travers la coursive pour être mis dans la cale pleine de glace. De l'autre côté, au deuxième niveau, se trouve la salle d'eau avec les WC, la cuisine où les marins se nourrissent, et on y trouve une télé pour se changer les idées dans les moments de creux. Ils dorment dans un dortoir dans des lits, disons, exigus, à côté de l'énorme et bruyant moteur qui propulse le navire et l'alimente en énergie. À bord, les 6 membres de l'équipage participent aux manœuvres lorsqu'on pêche. Romain pilote les opérations depuis la passerelle et les 5 marins travaillent au deuxième niveau pour mettre en pêche et relever les chaluts. François et Fred ont en plus la charge de mécaniciens. Ils assurent l'entretien courant et les réparations du navire. C'est d'ailleurs paradoxal pour un bateau, mais le Nausicaa est un bateau sec. Ouais, bateau sec. Ça veut dire quoi, bateau sec? Ça veut dire tout simplement que l'alcool est prohibé à bord. Il n'y a pas le droit de boire d'alcool, ne serait-ce qu'un apéritif ou autre. On reste sur un lieu de travail. Je pars du principe que sur un lieu de travail, on ne boit pas. On travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais quand on rentre, on aura largement le temps de prendre l'apéritif avec nos amis s'il y a besoin. Une consommation d'alcool peut effacer une certaine forme de lucidité et puis pour les manœuvres, c'est trop dangereux, quoi. La nuit tombe, le Nausicaa est prêt, les recherches commencent. Hier soir, sur la zone où on va, il y a eu de la pêche, et une très belle pêche d'ailleurs. Et en ce moment même, il y a toujours les canneurs espagnols qui sont là en train de pêcher du poisson, et ils n'ont pas l'air de bouger beaucoup. Donc s'ils sont là et qu'ils ne bougent pas, c'est que potentiellement il y a un petit peu de poisson avec eux. Donc maintenant, en espérant qu'il y ait toujours du poisson ce soir. L'attente est longue, très longue. Sauf qu'au bout d'un moment, la patience finit par payer. C'est devant nous ou c'est entre les bateaux? On a vu 2 belles taches. On les a vues arriver au sonar, on est passé dessus avec nos bateaux. Il est 1h du matin, il faut mettre en pêche le plus vite possible. Romain réveille l'équipage. La tension monte. D'abord parce que le temps est compté. Chaque minute les rapproche du lever du jour qui sonnera la fin de la pêche. Mais le stress est aussi présent parce que la manœuvre implique un deuxième bateau. À la moindre erreur, ce sont des heures de perdu. On y reviendra. Les matelots du Nausicaa commencent par dérouler le chalut entièrement sous l'œil affûté de Romain. 500 mètres de chalut et de cordage où le moindre emmêlage est une catastrophe extrêmement difficile à rattraper en pleine mer. Tout s'est bien déroulé, la deuxième phase commence.
est envoyée d'un bateau à l'autre. La touline, c'est un bout léger avec un lest en caoutchouc qui est raccordé à un câble de traction. Romain la récupère, la transmet à ses matelots qui tirent dessus pour récupérer les câbles et les attacher à l'aile du chalut qui sera tracté par le Samana. Une fois les deux bateaux parés, le Samana s'écarte et la pêche commence. Pendant les heures de pêche, les deux bateaux vont garder un écartement de 200 mètres et comme il fait noir, ils suivent cet écartement au radar. La tension redescend et le calme revient à bord du Nausicaa. Les matelots se détendent à la cuisine ou retournent directement se coucher. Pendant ce temps-là, sur la passerelle, Romain continue la chasse. Le poisson est dans la zone, il faut maintenant le rentrer au filet. Même si la manœuvre de mise en pêche s'est déroulée rapidement, les taches de thon repérées au sonar qui ont décidé Romain à envoyer le chalut à l'eau ont été perdues. C'est normal, la mer est vaste, le poisson bouge, donc la recherche reprend comme au début de la nuit. Ça a un goût de retour à la case départ, mais cette fois-ci, Romain sait qu'il y a du poisson dans la zone. Quand on pêche, rien n'est jamais garanti, mais on optimise ses chances. C'est devant nous ou c'est entre les bateaux? Je cherche à cadrer une tâche que lui a vue, que moi j'ai pas encore vue. Tu la vois toi? Je la vois plus. Ça peut être tâche. Bon. Le thon est enfin repéré. Pour autant, rien n'est encore gagné. La tâche apparaît 200 mètres devant le bateau. À ce moment-là, le Nausicaa et le Samana doivent se coordonner parfaitement pour que le poisson rentre dans le filet qui se trouve 200 mètres derrière eux. La confirmation de l'entrée du poisson dans le chalut n'arrive que quelques minutes plus tard, lorsque le sondeur du filet, qui est situé à son entrée, confirme que le poisson est là. Il arrive qu'entre-temps, le poisson ait changé de direction ou plongé en profondeur, et que malgré tous les efforts, cet écran reste désespérément bleu et qu'il faille tout recommencer. Romain va continuer 2 heures à chercher des taches et à les faire rentrer au filet jusqu'à ce qu'il soit temps de remonter le chalut. On appelle ça virer. Pour remonter le chalut, l'opération a lieu dans le sens inverse. C'est le Nausicaa qui récupère l'aile tractée par le Samana. Les premiers thons apparaissent alors que le chalut est loin d'être entièrement enroulé. Les marins les repoussent dans le filet. Le but est de les envoyer au fond, car c'est par là que l'on remonte la pêche et qu'on récupère le poisson. Enfin, mais il n'est pas question de ralentir le rythme pour autant, l'heure tourne. Il faut vite refiler parce qu'à 7h30 il fait jour, donc il nous reste à peine 3 heures pour essayer de retrouver quelque chose et mettre par-dessus ce qu'on vient de faire, quoi.
Le chalut est à nouveau à l'eau et Romain reprend la recherche avec le Samana. Pendant ce temps-là, à l'étage du dessous, les marins mettent le poisson en cale. Au bout de la coursive, François récupère les poissons et se met à les peser. 13,60. On va pas tous les peser, non. On va en peser 30 et on va faire comme ça une moyenne sur un bon moyen sur 30 et après on comptera le nombre de poissons. J'ai froid, mais je suis chaud. Plus d'1 tonne de thon, déplacé du parc jusque dans la cale. Un travail épuisant pour les marins et pourtant, Pas top. Pas top, il y a quelques thons, et puis il y a du listao qu'on cherche pas. Le listao, c'est des petits thons tropicaux. Quand les listao sont dans les parages, ça veut dire que le germon qu'on cherche va pas rester longtemps. les marins ont à peine le temps de souffler après cette mise en cale que le jour se lève et il est temps de relever le chalut. Cette deuxième mise à l'eau aura été courte, mais ça ne sert à rien de forcer, avec la lumière du jour, le thon voit le filet. Le but du pêcheur est de revenir cale pleine, et dans le cas de la pêche au thon, il y a 2 cales à remplir. Durant ces nuits en mer, les 2 chalutiers vont alterner le remplissage de leurs cales et se tenir informés des tonnages remontés. À la fin de la marée, le chiffre d'affaires sera partagé à parts égales. La nuit qu'on a vécue était pas terrible. Non, pas comme je voulais. Pas comme je voulais. On est arrivé un peu après la bataille. La nuit d'avant, ils avaient super bien pêché les bateaux. Et puis non, hier soir... C'est-à-dire que si on veut remplir le bateau à ce rythme-là, il nous faudra 30 jours, quoi. Un compteur est lancé. C'est la première nuit où l'on remonte du thon. Et ce poisson doit absolument être vendu dans les 14 jours pour garantir sa fraîcheur. Après, c'est le thon, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Donc là, tu vois, depuis ce matin, on voit pas mal de poissons passer sous le bateau. En espérant qu'ils restent là ce soir, mais non, la première nuit était pas top. Une nuit de travail. Une nuit à ne quasiment pas dormir. Quel métier! Je suis baigné dedans en fait, j'ai grandi dans les phares. J'ai toujours été au contact de la mer, ce qui m'a donné l'envie de partir naviguer dessus. Mon métier est dur, oui, mais ça ne me coupe pas l'envie de l'exercer. C'est une passion. Quand on a goûté à la mer, on y revient. Il n'y a rien qui me manque à la mer. La mer, c'est la tranquillité, c'est l'épanouissement, le travail, parce que le travail, c'est pas le même tous les jours. On rencontre pas les mêmes difficultés tous les jours, donc c'est ça ce qui est valorisant dans ce travail. Depuis qu'on est parti, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement de situations. Ça a commencé avec des problèmes électriques, des problèmes de batterie. Ensuite, on a eu problème de pompage. Pompage des cales pour évacuer l'eau dans les cales. Donc ça a été compliqué, il a fallu trouver la source. Ensuite, on a un problème sur l'eau douce à bord. Donc à ce jour, on n'a plus d'eau douce à bord. Donc ça va être mon rôle aujourd'hui de remettre l'eau courante à bord. Sur la passerelle, Sainte-Anne a repris sa place. C'est bizarre. C'est bizarre parce que Romain n'était pas du tout satisfait de la première nuit de pêche. Je l'ai pas sorti pour moi. Tu poseras la question à François, le mécanicien. Là. C'est pour lui que je l'ai ressorti. On est proche de la tradition chrétienne, oui. Mais alors après, on est proche surtout des traditions de superstition qu'il peut y avoir autour du milieu maritime. Et encore plus dans notre métier où on est tributaire des éléments, de la bonne volonté du poisson et autres. Et qu'on se dit, il vaut mieux mettre toutes les choses de notre côté en croyant à plein de choses, même si des fois pour certains c'est saugrenu. Mais peu importe, il faut mettre toutes les chances de son côté. J'avais entendu dire qu'une fois un patron avait voulu sortir pour aller pêcher et qu'il avait croisé un chat noir sur le quai. Et il a fait demi-tour et ils sont sortis que le lendemain. Aussi, il y en a une, c'est un mot qu'il ne faut pas dire, mais faut pas le dire.
Et je vais juste le mimer, du coup. Parce que ça porterait malheur, donc... Mais d'où ça sort, ça, j'en sais rien du tout. Ça m'est arrivé de le dire sans faire exprès, quand je commençais tout juste. Et je m'en suis rendu compte qu'en fait, sur les anciens là-dessus, ils sont vachement... ils sont carrés là-dessus, faut pas le dire, quoi. Mais ils m'avaient pas entendu, et heureusement. Après, j'ai regardé mon collègue qui était à côté de moi, il m'a regardé. Comme ça, là, j'ai eu de la chance, quoi. Il y a plusieurs origines à cette crainte de l'animal aux grandes oreilles. Certains disent que ça vient de cultures où cet animal est associé au monde des morts et donc perçu comme un mauvais présage pour un départ en mer. La version la plus probable, c'est qu'au XVIIIe siècle, les navires transportaient souvent des animaux vivants, dont cet animal, qui arrivait parfois à s'échapper de sa cage et rongeait toutes les provisions pour le voyage, les voiles et les cordages. Les marins ont donc associé l'animal au désastre. Pendant que François s'occupe de rétablir l'eau, l'équipage prépare la nuit qui vient. Le chalut est filé pour vérifier son état et les mailles de filet cassées sont ramondées. Quand ce travail est terminé, les marins en profitent pour prendre du temps pour eux. Je préfère faire dans les moments d'attente, j'aime bien bricoler un petit peu sur le bateau. Donc s'il fait beau, faire de la peinture, notamment en ce moment, on peut se permettre au thon. On passe un petit peu de temps pour nous. Non, on bosse la nuit, mais on a un petit peu de tranquillité la journée, donc profitez un peu. Pendant que certains se laissent doucement bercer par la houle, il y en a un dans la salle des machines qui n'a pas chômé. Alors moi je suis en train de faire du veau avec du couscous pour ce soir. On se relaye tous les 2 jours pour la cuisine. Donc c'est à 20h et tout, on fait à manger à 20h et je sois prêt à 20h. Je suis un petit peu en retard. La nuit tombe et une nouvelle nuit de recherche reprend. Sauf qu'en passerelle, l'atmosphère est hésitante. Toute la journée, on a vu du poisson sous le bateau, sauf que parfois, ça peut rien dire. Tu vois, il est 21h, on est en marche avant, on est embrayé. Et puis pour l'instant, je vois rien du tout. On va chercher et au premier truc qu'on verra, on commencera à se poser la question à savoir si on met en pêche. Si on voit plusieurs trucs, la question ne se posera plus. Mais pour un moment, il n'y a pas de quoi s'énerver, il n'y a pas de quoi de mettre en pêche. J'hésite à partir dans le nord d'une parce que c'est la saison, c'est l'époque et c'était l'idée originelle. Et là, ce soir, j'ai des copains qui ont décidé, eux, de partir. Et ça me motive à y aller, de me dire qu'on peut être potentiellement à plusieurs bateaux pour essayer de trouver le poisson. Il y a quand même 42 heures de route pour aller là-haut. C'est vraiment pas une décision anodine. Eux, ils sont partis tout à l'heure parce qu'ils n'ont rien vu de la journée. Et moi, j'ai pas voulu partir parce qu'on a quand même vu de la détection toute la journée. Donc je trouvais ça très bête d'arriver à 20h le soir, de prendre la décision de partir alors qu'on n'avait pas pris le temps de regarder de nuit ce que ça allait donner. Ils ont fait germer l'idée dans ma tête, là, les gars, en partant que pourquoi pas y aller avec eux, quoi. Tout ça pour ça, on est monté vers l'Irlande, puis redescendu vers l'Espagne, pour remonter à nouveau. C'est habituel. C'est habituel. Je me suis vu faire être en Irlande, redescendre à la Corogne, dans la même marée, hein, et repartir de la Corogne pour remonter en Irlande, puis ensuite rentrer à la maison. Quand t'es au thon, faut pas être allergique à faire de la route. Les heures passent et toujours rien. De nombreux échanges ont lieu avec le patron du Samana, et à un moment donné, Romain prend la difficile décision, non sans s'être arraché quelques cheveux au passage, littéralement.
La décision de kamikaze en puissance. On va avoir presque 500 000 de route pour monter là-haut. Ça nous fait arriver dans 1 jour et 22 heures. Donc autant te dire que c'est pas une décision anodine, quoi. Alors après, j'espère que d'ici là, on verra du poisson sur la route, hein. Ouais, là, c'est vraiment la grosse décision de la marée. C'est ce qu'on voulait faire à l'origine en sortant, et puis du coup, on l'a pas fait parce que les bateaux avaient pêché un petit peu dans le sud. J'ai d'ailleurs dit à un copain qui avait pêché qui faisait chier, parce que c'était à cause de lui qu'on était descendu. Et bah du coup, on va partir plus tard et plus loin pour aller là-haut, puis c'est tout. Parce qu'on a pêché hier, là, presque 1,9 tonne pour la nuit complète, ça valait pas le coup de descendre. Ça valait pas le coup. Bah ça fera pas la marée, quoi. Ça vaut même pas le coup de faire une petite escale pour les débarquer ça, on va garder ça en cale et on va monter directement, puis c'est tout. Tout aussi bien, dans 1 heure, on aura croisé du poisson sur la route, il y aura du poisson partout et on mettra en pêche. Et effectivement, l'option de partir a payé juste après s'être mis en route vers le nord. Ça court à bloc, attends, je te l'envoie, Hugo. Putain, j'ai galéré, mais... Attends, il y a le poisson qui sort là. Les jours se succèdent, les pannes sont réglées, le quotidien devient une routine. Une fois la nuit de pêche terminée, Romain va se reposer, les matelots se relaient à la barre et préparent le bateau. En début d'après-midi, Romain se lève afin de commencer la prospection. Il cherche, on pêche, et ça recommence. Finalement, la présence de poissons au large des côtes françaises va annuler l'idée d'aller en Irlande, mais le problème, c'est que les bilans des nuits sont toujours aussi mitigés. On a vu du poisson, mais on n'a pas très bien pêché, quoi. Donc, étant donné qu'on a vu ça tard, à 4h30 ce matin, on se redonne une chance sur le même quartier pour voir si cette nuit, il y a toujours quelque chose à traîner en mettant en pêche un peu plus tôt, tu vois. Depuis le début, il s'est passé une semaine entière et on a pêché seulement 10 tonnes. S'il n'y a rien, on bouge, on s'en va. On s'en verra, on va sans doute monter un peu plus nord-bas. On verra bien. Il va falloir chercher, c'est tout. L'objectif des 30 tonnes de thon semble si loin et dans quelques jours, il faudra songer à rentrer car le thon du début de la marée ne sera plus vendable. Cela dit, ce sujet va devenir complètement trivial lors de la nuit qui vient. L'enfer. Le Samana repère une tâche. Romain la confirme, alors comme d'habitude, il lance le filage du chalut. Comme d'habitude, les marins prennent leur poste et comme d'habitude, le Samana s'approche pour récupérer son aile du chalut. Les matelots sont au contact du filet, François gère les enrouleurs et Romain surveille l'opération depuis la passerelle. Cette opération, ils l'ont faite des dizaines de fois. Ils connaissent les gestes de cette séquence par cœur, c'est devenu presque une chorégraphie, répétée et réussie encore et encore. Au fil des marées, la confiance entre eux s'est établie, chacun à son poste réalise son travail, et chacun compte sur le fait que son équipier aura bien fait sa part au moment de passer à la suite. Sauf que ce soir, par fatigue ou par malchance, les marins vont laisser filer un minuscule détail, une fraction de seconde d'inattention qui va enrayer la machine. Tu peux rechoquer, tire sur la rouge. Putain, mais ouais, j'ai arrivé dessus là. Contact gagnant, on va le pousser, on va le choquer. Pas m'y. Quand je passe une nuit de galère, je vais me coucher parce que j'ai passé la nuit à la barre et faut que je trouve le sommeil. Quand t'es sur les nerfs et que
T'es énervé, déjà, faut réussir à trouver le sommeil. Après, quand tu te réveilles, t'as pas envie de parler. T'as pas envie de parler. Tu sais que si on a eu une nuit de galère, il y a peut-être du boulot à faire sur le filet, donc faut le faire, faut remettre les choses au propre. Ouais, t'as pas envie de parler, t'es pas joyeux. Et en fait, tu redeviens joyeux quand ça se met à pêcher. T'es dans le dur, le moral est dans le dur, et puis tant que t'as pas réussi à faire une nuit correcte et mettre du poisson sur le pont du bateau, le moral est pas au beau fixe, quoi. Où on a un petit peu déconné, faut se le dire, c'est quand on a viré le matériel, à un moment il y a un sac avec le nez de sonde, on ne l'a pas remis clair dessus, ce qui fait que ça s'est tout emmêlé dans les cordes. Bon, c'est notre faute, quoi. Que ce soit l'un de nous, quoi, peu importe, mais on a un peu merdé là-dessus. En fait, je leur en veux pas quand il y a des galères et que c'est de leur faute. Moi aussi, je fais des bêtises, donc il y a des fois je me trompe ou machin. Là, je m'en prends qu'à moi-même. Je pense que quand ils me voient énervé, hausser la voix, pas forcément contre eux, ils comprennent que c'est des choses, s'ils ont fait des bêtises, qu'il faudra plus refaire. Moi, une fois que les choses sont arrivées, on débriefe. L'idée, c'est que ça arrive plus. Donc c'est que si eux, ils savent pas pourquoi c'est arrivé, que moi, je leur explique parce que j'ai pu voir comment... C'est mon rôle d'analyser la chose et de comprendre ce qui s'est passé. Donc on débriefe, on en discute, que tout le monde comprenne où ça a pu buter pendant la manœuvre, quoi. Romain, il est 18h30. Ah ouais, les nuits sont longues. Depuis ce matin, ça me trotte de l'enlever. Et l'autre fois, on a pêché 5 tonnes avec, alors maintenant je la garde. Je sais pas. Quand la situation déraille complètement, que le stress monte, quand il s'agit d'aller mettre ses mains dans les cordages alors que les forces en jeu sont colossales, on peut vite perdre ses moyens. Rien n'est anodin, rien ne peut être pris à la légère car le risque est partout. C'est un métier dangereux parce qu'on lutte avec les éléments, parce qu'il faut faire attention à tout, parce que la mer, elle est pas drôle tous les jours, quoi. La mer, elle est pas drôle tous les jours. Évidemment que la sécurité des gars me pèse. Pourquoi ? Parce que moi, je suis le capitaine du bateau, donc mon but, c'est de ramener mes gars entiers chez eux et de les ramener à leurs proches. Moi, je suis là pour veiller à ce que tout se passe bien, que personne ne se blesse. Il faut que je fasse attention à la pêche, que je pêche, et qu'en même temps, je préserve mes gars et que tout aille bien, quoi. Les marins ont beau tout faire pour mitiger le risque, il arrive que la mer prenne le dessus. Novembre l'année dernière, je me suis sectionné le majeur gauche en mettant un chalut à l'eau et du coup je me suis fait élitreuiller à Brest. Quand on a cet accident, après moi de mon côté j'ai préféré retourner direct, mais sinon non, ça m'a pas plus effrayé que ça. Après c'était pas énorme, mais bon, ça reste quand même un accident. Through this world where you guide me, through this pain where you always hold my hand when I need you. Nausicaa c'est spécial, la mien c'est nickel. C'est le premier bateau que je navigue ici en France, que l'ambiance est comme ça. Tout le monde s'entend avec tout le monde et tout se passe nickel. Et chacun fait son boulot et puis il y a une entente particulière et tout, donc que j'ai jamais vu ailleurs. Donc tout va bien, quoi. Quand on aime la chose, c'est un amour, c'est plus qu'une femme.
Tu vois, ça c'est du amour, la pêche pour moi. How I feel. And when the L'ambiance c'est top, hein. Elle est top, on s'apprécie tous. On est tous un peu têtus, mais on se connaît et non franchement top. Moi c'est des gars que j'adore. morning comes, I will feel that I am brave again. And when you pass me by, I will smile and then I'll walk away. And when the morning comes, I will feel that I am brave again. On est hors du monde. Les jours défilent sur le Nausicaa, cette île de 24 mètres sur laquelle les marins vivent en totale autarcie. Pourtant, loin derrière l'horizon, il y a la Terre, cet endroit où vivent les familles. Avant le départ, déjà je me tiens au courant de comment ça va se passer. Enfin du moins j'essaye de m'en souvenir. Et surtout madame me fait part de ses inquiétudes quand je vais pas être là. Donc j'essaye de lui apporter mon soutien, ne serait-ce que moral, en essayant de lui trouver des solutions, si je suis capable de trouver des solutions. Je suis plus souvent toute seule avec les enfants qu'avec lui. Donc en fait au niveau de l'organisation, je m'organise comme si j'étais toute seule. Comme une maman solo, mais avec un compagnon. C'est la meilleure description que je peux donner. Oh mon amour. Et puis quand il rentre, c'est la fête, il n'y a plus aucune organisation et le régime militaire est fini. Ils font toujours ça à l'école. Ah loupé. Alors quand je suis en mer, ce qui me manque le plus, c'est ma famille. Hein, donc c'est ma femme, c'est mon fils, c'est les filles de ma femme. Donc là, la famille. C'est compliqué. Parce que tu as deux vies, en fait, une vie professionnelle et une vie privée. Mais elles sont opposées l'une à l'autre. Donc c'est compliqué de joindre les deux, en fait. Aussi bien pour la famille que pour moi, en fait. Tu vois, là, il y a un instant, j'ai téléphoné à ma femme pour donner des nouvelles, mais bon, tu vois, c'est un appel court, oui, tout va bien, et puis voilà, quoi. J'essaye de pas trop rester freiné, et puis surtout de donner des nouvelles, quoi, pour pas qu'ils s'inquiètent. Et ouais, c'est très compliqué. On vit avec, mais on s'habitue pas. C'est toujours le manque de la famille, parce qu'on loupe beaucoup de choses, hein. Quand on a des enfants, on loupe les anniversaires, la vie scolaire, enfin toute la vie en général, quoi. Donc ouais, c'est compliqué à certains moments. Il y a des fois ça va et puis il y a des fois c'est un peu moins bien. On s'y habitue jamais. Il y a des fois c'est difficile, il y a des fois c'est plus facile. Je pense que c'est comme toute vie de famille. Il y a des moments où on prend les choses plus facilement que d'autres. Mais non, on s'y habitue jamais. Moi j'aime bien quand il est à la maison. Mais j'aime pas quand il repart. Ça m'est arrivé pendant 5 ans de ne plus exercer mon activité. Je m'étais reconverti pour des raisons familiales en fait. Pour la famille, je suis resté à terre. Mais comme je n'ai pas pu rester à terre et que l'appel de la mer était trop grand, je suis revenu dans le métier. Je sais jamais quand il rentre parce que, par exemple, l'été il est au thon, donc c'est en fonction de la pêche. Et l'hiver, même quand il est au chalut, moi j'avais signé pour des marées de 15 jours. J'ai plutôt signé maintenant pour des marées de 17 jours. Mais c'est entre 15 et 17 jours. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Quand je me suis mise avec lui, je savais dans quoi je me lançais aussi. Donc c'est comme ça. On prend du temps en famille seulement quand le bateau est en travaux ou quand le bateau est en mer et que Romain reste à terre.
Sinon, il n'y a pas de temps, il y a toujours le bateau. Là, la seule chose que je sais, c'est que le bateau, il est en peinture, donc il est à l'arrêt à partir de début novembre. Donc je sais que là, on l'a 2 semaines à la maison, mais même 2 semaines, c'est encore pas sûr. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Les enfants, pour eux, c'est plus compliqué. Alors pour notre fille, ça va, parce que maintenant, elle est en âge où elle comprend que papa, il est en mer parce qu'il faut qu'il travaille. Pour notre fils qui est plus petit, c'est plus compliqué. La première semaine, quand il n'est pas là, c'est sport. Quand je rentre, ouais, je suis déjà la tête à repartir en mer. Parce que c'est trop court, si tu veux, le laps de temps entre les 2 marées. Donc je suis obligé d'anticiper et de suivre aussi ce qui va se passer en mer quand moi je serai à terre. Donc c'est à moi de paraître le plus discret possible à la maison, ce qui est pas super simple, pour pas emmener le bureau à la maison. Mais ça c'est plus fort que moi, et puis je te dis, encore une fois, c'est un métier passion, donc t'as toujours ça en tête, quoi. Quand tu seras réveillé, papa il sera parti au bateau. Ok? Papa il va faire quoi là? Il va faire au bateau pour faire quoi? Pour pêcher. Pour pêcher les poissons? Des gros poissons. Les gros poissons. Ouais. J'ai écrasé hier soir. En fait, quand on part en mer, on évite de penser à la famille qu'on laisse à la maison. Parce que sinon, on y va en reculant. On n'a pas envie de partir. Tu vois, moi, de partir et de laisser mes enfants, ça me déchire le cœur. C'était pas le cas avant, mais depuis que j'ai des enfants, c'est vrai que ça a complètement changé. Donc t'évites de trop y penser. Bon là, c'est facile parce que je pars, les enfants sont dodo. Donc il n'y a pas de papa, je veux pas que tu partes ou de pleurs. Donc l'un dans l'autre qui dorment, ça m'arrange. Ça m'arrange. Les séparations sont moins déchirantes. Rien de plus horrible de partir et de voir tes enfants sur le pas de la porte pleurer parce qu'ils veulent pas que tu partes en mer, tu vois. Ouais, c'est ce qui fait que les départs sont de plus en plus compliqués en vieillissant, c'est ces petits bambins là qui te disent qu'ils aimeraient bien te garder avec toi, avec eux. Les jours passent, les cales se remplissent, mais toujours trop lentement et la date butoir des 14 jours approche. La pêche au thon est un mélange de technique, d'expérience, mais aussi de chance. C'est du poisson, mais c'est tout petit. Je crois que c'est un poisson par un poisson. Là. Pourtant, à seulement quelques milles nautiques de là, des duos de pêcheurs ont fait le plein et rentrent déjà. Pour le Nausicaa et le Samana, il manque encore 10 tonnes pour atteindre l'objectif et revenir avec une marée satisfaisante. Comment on apprécie le temps pendant une marée? Et en fait, tout simplement, c'est que les 6 premiers jours, on va avoir l'impression que ça va passer très très vite. Et je sais pas pourquoi, il y a le stade de la première semaine est arrivé, et derrière, on a l'impression que le temps a ralenti de taré, et que c'est long, quoi. Ça devient de plus en plus long. Et passer les 7 jours, on a l'impression qu'on est en mer depuis un mois. Alors après, il y a aussi les péripéties de la marée qui font qu'on va trouver le temps plus ou moins long, le manque de sommeil. Tu vois, je sais que là, cette marée-ci, on n'a pas été épargné entre les galères. Les galères surtout. Et je pense que si on avait pêché plus, le moral serait peut-être plus au beau fixe et on trouverait peut-être moins le temps long, je sais pas. Mais là, c'est vrai que la marée est pas simple. On a redressé un peu la barre la nuit dernière. Mais je pense que le moral serait différent et on apprécierait les choses de manière différente si la pêche était bonne depuis le début, quoi. On s'entend bien tous. On est dans la cohésion de groupe, donc le temps passe plus vite. Quand on navigue autant de temps que nous sur l'eau, et c'est très important l'état d'esprit du groupe à bord. Tout le monde y est pour quelque chose. On a chacun notre pierre à l'édifice, que ce soit du patron au simple apprenti.
On y est tous pour quelque chose, hein. On participe tous à ça. Chacun fait des efforts pour préserver une bonne ambiance communautaire. Malgré tout, il arrive que la fatigue pousse à bout. Les conflits à bord peuvent arriver, effectivement, ça peut arriver au moment des manœuvres. La poussée d'adrénaline lors des manœuvres fait qu'on peut vite s'énerver. Je sais que moi, je peux vite arriver en hurlant un peu à droite à gauche parce que des choses qui peuvent être mal faites. Et puis tu es dans la précipitation de faire les choses vite et bien à la fois. Quand tu es en manœuvre, tu débranches un petit peu. Tu es vraiment porté par l'adrénaline. Et puis après, en fait, une fois que la manœuvre est terminée, c'est fini, quoi. C'est fini, mais... et puis, effectivement, les gars entre eux peuvent des fois surler dessus parce qu'ils sont pas d'accord, parce qu'il y en a un qui a mis les mains où il fallait pas, ou parce que l'autre juge que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Enfin, c'est là où, les gars peuvent s'embrouiller, se gueuler les uns sur les autres, quoi. Ça peut arriver qu'après les manœuvres, les rancœurs puissent rester, qu'il peut y avoir encore une certaine forme d'animosité. Dans ces cas-là, c'est à moi de venir et de régler ça. Je sais que généralement, quand il y a une grosse embrouille lors d'une manœuvre, on débriefe. Et puis c'est aussi à moi de m'assurer que l'ambiance reste correcte, que les mecs se tirent pas dans les pattes les uns les autres. C'est à moi de jouer la médiation aussi. Mon rôle, c'est pas que d'être pêcheur ou de trouver le poisson, c'est m'assurer de la bonne tenue de l'équipage, qu'il n'y ait pas de débordement et qu'on puisse naviguer dans de bonnes conditions, quoi. Il est normal qu'à force de passer autant de temps dans cet espace relativement restreint, avec l'impossibilité d'aller se promener quelques heures pour décompresser, le moral soit mis à l'épreuve. C'est pour ça qu'il y a un élément fondamental sur lequel les marins sont intransigeants. Alors l'importance de la nourriture pour le moral, je pense que c'est le nerf de la guerre. Donc bien manger sur un bateau, c'est top. Moi, ça m'est arrivé une fois d'être sur un bateau où c'était pas terrible. Et quand tu passes 2 semaines, 3 semaines sur un bateau et que tu manges mal, c'est compliqué. C'est fatigant la mer. Donc bien manger, c'est important. En fait, ça fait partie du métier de se battre avec la fatigue, d'être toujours en lien avec la fatigue. C'est ça le jeu de marin. N'importe quel marin, qu'il soit voileux, pêcheur ou autre, t'as toujours ce côté la mer te fatigue, mais il faut le faire, c'est ton métier, c'est ton job, c'est comme ça. Et il faut apprendre à composer avec. Et si t'es fatigué et que c'est trop fatigant pour toi, t'as rien à faire là. Alors c'est peut-être super radical comme discours, mais c'est comme ça fait partie du quotidien. Si t'es pas prêt à affronter ça et à vivre avec ça au quotidien, tu feras pas long feu. Il faut aimer ce métier et tout, parce que sinon tu ne pourras pas le faire. Si tu l'aimes pas, si tu n'es pas passionné de la pêche et tout, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est très dur. Ça devient très dur. Et ça peut être simple si tu es passionné de la pêche et tout. Et puis si tu n'as pas de raison quelconque à terre et tout qui t'empêche de le faire, ça passe. D'ailleurs, il y a un avantage extraordinaire dans ce métier, c'est le salaire. Enfin, ça dépend. Notre salaire dépend de la pêche. Si ça pêche, le salaire est intéressant. Si ça pêche pas, donc il n'y a pas de salaire et tout, on paye juste les frais et puis c'est bon. Avant toute chose, quand on part en mer, le bateau fait du gasoil, il fait le plein de courses, donc tout ceci a un coût. Donc quand on part en mer, le bateau est déjà en dette de un certain montant parce que il a fallu faire les pleins pour pouvoir partir en mer. Quand on va commencer à pêcher, on va commencer à rembourser cette dette-là. À partir du moment où cette dette-là va être remboursée, on va commencer à générer du bénéfice, mais du bénéfice pour l'ensemble, que ce soit l'équipage et le bateau. Et c'est à partir de là que les gars vont pouvoir commencer à gagner de l'argent. Donc tout simplement, si on pêche bien, les gars gagnent bien leur vie. Chaque mois ne sera pas le même financièrement parlant. Et tu peux faire des excellents mois, comme tu peux faire des mois un peu plus ric-rac, mais c'est à toi de gérer après. Une fois que le poisson est pêché, on rentre dans notre port d'attache qui est la Turballe, ou ailleurs d'ailleurs, ça dépend de la proximité. Le poisson est débarqué, donc il est sorti de la glace. Il est conditionné, donc il est rangé pour le thon dans des bails qui sont pesés derrière, puis reglacés. La dernière étape pour Romain est de considérer les offres qu'il reçoit des acheteurs, et son statut d'indépendant lui donne la liberté d'accepter ou décliner les offres. Du matelot au capitaine, l'éventail des compétences et la diversité du métier forment un spectre immense. Je conseille à un passionné de la mer de faire la pêche, au moins même ne serait-ce que de découvrir ce que c'est. On dit que dans n'importe quel métier de marin, la pêche est un des métiers les plus formateurs. Un jeune qui a envie de se découvrir lui
et ben il saura où sont ses limites, il se découvrira à travers l'aventure de naviguer parce que c'est une aventure. Ce que mes amis me disent par rapport à mon métier, c'est que c'est assez dur, quoi, qu'on est courageux. Il y en a qui disent qu'ils pourraient pas le faire. Enfin, moi j'ai l'habitude, quoi. Pour moi c'est anodin maintenant. Il y a un décalage qui est très significatif entre le monde terrestre et le monde de la pêche, parce que les gens ont une méconnaissance totale du métier. Quelles conditions de travail physique on a, et la dangerosité du métier aussi, parce qu'on affronte un élément naturel au quotidien. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, il voulait tout envoyer en l'air. Parce que y a de plus en plus de restrictions sur la pêche. La pêche est quand même dans le collimateur de toutes les associations. Alors chacun ses combats, chacun ses convictions. Peut-être qu'il faut arrêter de constamment taper sur les pêcheurs, que c'est pas les braconniers des océans et les destructeurs des fonds marins. C'est pas vrai. Ou alors, à la limite, ils peuvent demander à venir voir comment ça se passe. Ils sauront. Tu peux remonter des choses qui sont indésirables quand tu es au chalut-fond. Je sais que le bateau que je patronnais avant celui-là avait pêché pour sa première marée une remorque de Smirmorque. Il y a un quartier où on va pêcher que des couches culottes. Il y a des quartiers où on va pêcher des pots de peinture, tout ce qu'on va pêcher dans la mesure du possible, bien entendu. Une remorque, on ne pourra pas la garder à bord, mais des couches culottes, des pots de peinture, des ballerines de jouets ou des jouets, enfin, des conduits de cheminée, j'ai même vu. On va les garder à bord et on va les ramener, ça va être débarqué. Donc en fait, on joue un peu les éboueurs des mers à ramasser ce qu'il y a au fond de l'eau et à les ramener à terre pour que ça soit vraiment mis à la poubelle, quoi. On fait le métier avec raison et passion. On a besoin que la ressource perdure. Pourquoi ? Parce que j'ai encore besoin de travailler 30 ans, tu vois, et pas que. J'aimerais que les générations à suivre puissent continuer à travailler. On n'est pas là pour vider les océans, on est là pour faire perdurer le métier. Heureusement qu'on a su se limiter en instaurant des quotas et en valorisant le prix d'achat de ces quotas aussi. Le but du jeu, c'est pas qu'on vide tout et qu'on se gave et que ça soit terminé. C'est qu'on puisse travailler longtemps et qu'il puisse y avoir du poisson aussi longtemps qu'il y aura des humains qui seront sur Terre, quoi. Le Nausicaa est parti depuis bientôt 2 semaines. Il y a une journée complète de navigation pour rentrer de l'Espagne à la Turballe, et le poisson pêché en début de marée ne peut plus attendre pour être vendu. L'équipage commence sa dernière nuit de pêche avant le retour, la dernière chance de remplir les cales. Et d'en pêcher un peu. Dernière nuit, on sauve les meubles. Petit point, toi. Allez, au revoir. C'est un métier que j'aime. Pour rien au monde, j'arrêterais ça, tu vois.